Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme et pour parler d'une mauvaise nouvelle parce qu'on est toujours un petit peu énervé dans ce genre de cas quand on apprend ce genre d'affaires avec le contrôle. Alors, c'est l'anomalie de passeport biologique de Franck Bonamour. On va revenir un petit peu sur cette affaire. On va parler de ce qu'est le passeport biologique, de pourquoi ça a été mis en place. On parlera des suspensions également potentielles, de la situation pour Franck Bonamour et puis de quand ça s'est passé parce que vous allez voir que l'UCI a encore été d'une vitesse assez édifiante dans cette affaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette affaire. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, TikTok et les shorts pour les débriefs des compétitions juste après l'arrivée. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite avec Franck Bonamour. On va faire un petit rappel donc de ce qui s'est passé. Franck Bonamour a été suspendu à titre provisoire hier par l'équipe AG2R, enfin Decathlon AG2R, la mondiale, pour une anomalie du passeport biologique qui a été rapportée par l'UCI. Donc, dans ce cas-là, AG2R était dans l'obligation de le suspendre provisoirement, car c'est l'UCI qui a eu l'information comme quoi il y avait un problème, une anomalie sur son passeport biologique par l'entreprise, c'est pas une entreprise, c'est par l'organisme qui est chargé de contrôler les passeports biologiques, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas l'UCI directement qui contrôle les passeports biologiques, c'est l'ITA, donc qui fait ça, donc qui est basé à Lausanne, et donc qui gère le passeport biologique. Voilà, dans le cyclisme. Ça permet de contrôler plusieurs paramètres. On va revenir un petit peu sur l'histoire du passeport biologique. Alors ceux qui ne savent pas ce que c'est le passeport biologique, c'est très simple. Le passeport biologique, en fait, on fait une compilation de tous les contrôles antidopage que vous avez eus dans votre carrière. Alors, pour certains, il y a aussi une prise de sang au tout début de carrière, mais ensuite on fait une compilation de tous les contrôles antidopage. Et puis on voit si les valeurs sont les mêmes. Et puis, des fois, on voit des valeurs qui ne sont pas normales, qui sont en dehors d'une moyenne. Chaque coureur a une moyenne différente. C'est ça la différence avec le passeport biologique, c'est que chaque concurrent a des valeurs, par exemple sur la testostérone, qui sont différentes. C'est-à-dire leur valeur maximale et la valeur minimale sont différentes selon les athlètes. Il y a le cyclisme qui s'en sert, l'athlétisme s'en sert également. Le cyclisme a été le premier à le mettre en place. C'est une idée qui est apparue fin des années 90, début des années 2000. On va dire que c'est arrivé parce qu'il y avait des soucis avec les règles précédentes. Avant, chaque molécule, donc c'est-à-dire, j'ai envie de dire, votre globule rouge, vos globules blancs, votre hématocrite, votre testostérone, il y avait des valeurs. C'était des valeurs à ne pas dépasser. Sauf qu'on s'est aperçu, dans certains cas, que vous aviez des coureurs qui étaient, de manière totalement naturelle, en dehors de ces valeurs. C'est-à-dire que de manière naturelle, certains concurrents ont plus de testostérone dans le sang que d'autres. Tout le monde n'a pas le même taux de testostérone. Et à l'inverse, certains avaient des taux de testostérone qui étaient faibles, donc pouvaient se charger énormément avant d'atteindre la limite, parce qu'ils étaient largement en dessous. Donc, les précédents, les valeurs fixes qu'on avait auparavant, ne permettait pas en fait d'être très précis sur le fait qu'un concurrent se soit dopé et qu'un concurrent ne se soit pas dopé. Ce qui fait que dans certaines affaires, des concurrents qui pourtant dépassaient le taux de testostérone avaient réussi à gagner au tribunal arbitral du sport, alors que peut-être qu'ils étaient dopés, on ne sait pas. Mais il y avait un doute par rapport à leur valeur. Il
Il y a deux parties dans le passeport biologique. Alors là, c'est un petit peu technique. Vous avez le passeport hématologique et le passeport endocrinologique. Donc, il y a d'un côté les stéroïdes, la testostérone, voilà, tout ce qu'il y a Et puis de l'autre, vous avez les taux de globules rouges, par exemple, qui permettent l'oxygénation. Donc voilà, il faut rester dans des valeurs qui vous sont propres. C'est ça le principe du passeport biologique, c'est que ça permet d'avoir des valeurs qui vous sont propres. Et ça a permis de contrôler des coureurs avec pas mal d'anomalies. Surtout au départ, notamment entre 2009, 2011, 2012, il y avait eu pas mal de contrôles. Dès qu'on l'a mis en place, surtout en Italie, il y avait pas mal d'équipes où il y avait eu des contrôles. Le premier coureur à avoir reçu une suspension pour mauvais passeport biologique, c'est Francesco De Bonis qui avait été suspendu 2 ans et condamné à 13 000 euros d'amende par le comité national italien. Alors Francesco De Bonis, qui était un coureur cycliste qui avait couru à la Gerolsteiner en 2008 et à Serramonti PVC d'Iki Giovanni, Androni Giocattoli, donc des bonnes équipes où il y avait du dopage. Voilà pour ce coureur qui n'a fait qu'un Tour d'Italie et qui avait remporté la 4e étape du Tour de Romandie en 2008, à l'époque où il était à la Gerolsteiner. Donc, en sachant maintenant tout ça sur l'histoire du passeport biologique, que vous pouvez retrouver notamment sur un site qui s'appelle Cyclisme et Dopage, c'est intéressant le passeport biologique parce que ça permet de voir des cas de dopage sur des produits qu'on ne connaîtrait pas. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes positif à la prise de la testostérone, ça va être visible. Le contrôle va être marqué positif. Mais vous pouvez avoir une augmentation, par exemple, de testostérone avec un produit miracle qui n'appliquerait pas de la prise de testostérone. Et ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, le taux, le contrôle ne serait plus marqué positif. En ayant ce passeport-là biologique, ça permet de voir des anomalies sanguines qu'on n'aurait pas pu voir avec des tests classiques de produits. Parce que, par exemple, on ne connaît pas encore le produit. Ce qui peut être le cas peut-être potentiellement avec Franck Bonamour. Il y a aussi eu des cas assez extraordinaires. On va revenir sur le cas de Thorsten Trahen. C'est grâce à son passeport biologique qu'on a pu déterminer qu'il avait eu un cancer. Et oui, parce qu'il y avait des variations de taux et c'est les contrôleurs de l'agence antidopage qui avaient vu que c'était positif. En fait, c'était pas positif, on va dire, à cause de la prise d'un produit. Ils se sont dit, il a un cancer des testicules. Donc des fois, ça a permis aussi de découvrir des maladies chez certains coureurs qui n'auraient peut-être pas été découvertes si rapidement s'il n'y avait pas eu les contrôleurs de l'agence mondiale antidopage. Alors maintenant, du côté de ce contrôle du côté de Franck Bonamour. Pour le moment, il a une suspension provisoire. Ce qui est le cas de d'autres coureurs. On parle de Michael Esman, on parle de Robert Stannard, qui sont toujours suspendus provisoirement actuellement, qui n'ont pas reçu une suspension définitive. À partir du moment où une enquête est ouverte par l'UCI, la suspension provisoire peut s'arrêter si on détermine, par exemple, que Franck Bonamour n'a pas pris de produit dopant ou qu'on n'arrive pas à déterminer. Même si on n'arrive pas à déterminer qu'il a pris des produits dopants, il est accusé d'en avoir pris quand même. Il faut qu'il montre, à partir de maintenant, Franck Bonamour, que ça peut être dû à l'environnement, que ça peut être dû à un paramètre qui fasse que son passeport biologique n'est plus bon. Mais on part du principe qu'à partir du moment où ton passeport biologique n'est pas correct, t'es dopé. J'ai pas réussi à retrouver les derniers cas. J'ai oublié de regarder ça, pour tout vous dire. Les derniers cas de coureurs
qui ont pris qui avaient des anomalies de passeport biologique. Je ne sais pas ce qu'ils ont pris comme suspension, mais pour moi, c'est une suspension dopage classique. Euh, alors, on va regarder par exemple Borswit. Non, elle c'était du létrozole, voilà, qui avait été trouvé. Euh, Là, j'ai pas de contrôle. Là, c'était un contrôle positif pour Hessman à Robert Stannard. Robert Stannard, c'est usage de méthode interdite. Donc, j'ai pas là de contrôle ces derniers temps pour vous dire ce que ça donnerait comme suspension. Mais pour moi, c'est une suspension pour dopage. Donc, je dirais classique, donc 3 ou 4 ans dans ce cas-là. La suspension provisoire, elle est faite par AG2R. Donc, ce qui fait qu'AG2R se retrouve en fait à avoir 2 contrôles positifs en moins d'un an. À la fois notre ami Bonamour, mais à la fois Alex Baudin. Je rappelle que normalement, du côté de l'UCI, au bout de 3 contrôles sur une année en cours, c'est une autosuspension d'un mois qu'il faut appliquer. C'est-à-dire qu'AG2R, là, est dans une situation où s'il y a encore un cas de dopage dans l'équipe, elle devra se suspendre. Ça va poser des questions également sur Alex Baudin, qui a été réintégré rapidement, parce que l'équipe AG2R est quand même une équipe où il y a déjà eu pas mal de cas de dopage, il n'y a pas si longtemps que ça. Notamment, je me souvenais de l'œil de Mondori, l'œil de Mondori qui avait été pris pour EPO en 2015, il faut être doué pour être pris pour de l'EPO. Sylvain Georges en 2013 pour de l'heptaminol avait été contrôlé positif. Steve Ounard, lui, avait été contrôlé. Steve Ounard, pardon, également pour EPO en 2012. Il y avait eu Valjavec, tiens, qui avait été contrôlé pour problème de passeport biologique. Mais l'enquête n'avait pas donné lieu à des sanctions. Ça avait duré très longtemps. Enfin, je crois qu'il n'avait pas de sanction. Je vérifie. Il y avait une sanction, mais je crois qu'elle avait été annulée ou il y avait eu un truc comme ça. Avec Valjavec. Et non, il avait été suspendu 2 ans. Donc pour manipulation sanguine. Donc c'était une suspension classique. Alors il avait déjà raté un contrôle inopiné, Valjavec, à une époque. Vous avez Mancebo, suite à l'enquête à l'affaire Puerto. Laurent Roux en 99, c'était une analyse de sang qui était positive, aux amphétamines et à la caféine notamment. Stéphane Barth à l'EPO lors du Tour de France 98. Vous aviez également Pascal Chanteur et Jackie Durand, mais qui n'avaient pas eu de sanction parce que c'est lors de la commission d'enquête sénatoriale qu'on a découvert qu'ils étaient positifs. Gilles Bouvard, qui lui avait eu des amphètes et des corticoïdes sur une expertise sanguine, donc en 98 également. Beau Hamburger pour de la ventoline en 98. Pareil pour Rodolfo Massi sur le Tour de France 98. Et qui avait en plus été pris en flagrant délit. Et puis on a Frédéric Pontier, Yann Kirsipiou également, qui avait été contrôlé positif 97 et 93 respectivement. Donc il y a eu quand même, en 32 ans d'existence, 17 affaires. Ce qui fait que c'est une équipe qui a par exemple plus d'affaires que la Groupama FDJ. Et surtout plus d'affaires sur les dernières années. Parce que la Groupama FDJ, ça fait depuis quelques temps qu'il n'y a pas eu d'affaires. J'ai vérifié également du côté de la Cofidis, il n'y a que la Cofidis qui a plus d'affaires, mais en sachant que la Cofidis, il y a eu la grosse affaire Cofidis de 2004. C'est vrai qu'eux, ils avaient eu des contrôles positifs également dans la deuxième partie
des années 2000, donc entre 2005 et 2010, il y avait eu aussi pas mal de contrôles positifs chez Cofidis. On s'aperçoit que chez AG2R, c'est je pense l'équipe française où il y a eu les contrôles positifs les plus récents. Ce qui va poser des questions également du côté du MPCC, parce que le MPCC, normalement, le mouvement pour un cyclisme plus propre, nous dit, ils ont même fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, qui nous dit, bon, bah, grosso modo, nous on veut des équipes avec pas de coureurs dopés ou potentiellement dopés. Dans le cadre de AG2R, ils sont membres du MPCC. Donc on fait quoi dans ce cas-là? Alors moi je pense que le MPCC ces dernières années c'est quand même devenu un peu une blague. Parce qu'il faut savoir que le MPCC pendant très longtemps on ne prenait à l'intérieur vraiment que des équipes clean. C'est-à-dire pour rentrer dans le MPCC il ne fallait pas avoir eu d'affaires sur les 2-3 dernières années quand au départ ça a été conçu par Roger Leger. Bon, aujourd'hui le MPCC c'est la fête du slip, il y a les 90% des équipes qui sont intégrées au MPCC. Je ne suis pas sûr qu'une équipe qui soit membre du MPCC soit aujourd'hui plus propre qu'une équipe qui n'est pas dans le MPCC. Mais techniquement, AG2R fait partie du MPCC, donc il y a un moment, il va falloir voir également ce qui va se passer. Alors la situation pour Franck Bonamour, donc c'est potentiellement alors pour l'instant, donc il ne peut plus courir, Franck Bonamour, ne peut pas démarrer sa saison. La situation pour Franck Bonamour, c'est également qu'il a une suspension provisoire actuellement qui peut devenir définitive si soit il avoue qu'il s'est dopé, soit si on considère qu'il n'arrive pas à démontrer qu'il ne s'est pas dopé. Parce que ça va être désormais son travail à Franck Bonamour de démontrer qu'il ne s'est pas dopé. Donc ça peut être dû, je ne sais pas, de la nourriture, voilà, à plein de paramètres qui n'étaient pas faits exprès pour apporter de la performance. Ce qui va être quand même difficile à déterminer, il faut bien le dire. Sinon, ça sera une suspension dopage classique. Ces dernières années, suspension dopage classique, c'est 3 ou 4 ans. C'est pas moins. On voit avec Yannone en moto, avec Paul Pogba du côté du football, c'est 3 ou 4 ans. Donc Franck Bonamour, 3 ou 4 ans, bah, ça l'envoie quasiment à 32 balais, un truc comme ça, voire plus. Je ne connais pas l'âge de Franck Bonamour, mais ça va l'envoyer pas top, quoi. Hein. Franck Bonamour, il a 28 ans. Oui, donc ça l'envoie à 32. À 32 ans. En sachant qu'il a un problème, Franck Bonamour, c'est qu'il est dans sa dernière année de contrat avec Decathlon AG2R. Hein. Alors, il avait déjà démarré sa saison. Franck Bonamour, j'ai dit une bêtise. Il avait couru lors du Tour de Under, qu'il avait fini à la 54e place. Et en 2023, ses résultats, c'est pas dingue, à part la 3e place sur l'étape du Luxembourg, la dernière étape du Tour du Luxembourg, 6e du Grand Prix de Wallonie, comme résultat, mais très peu de jours de course, seulement 38 jours de course l'année dernière pour Franck Bonamour, donc ce qui est assez peu pour ce coureur qui avait été recruté en plus en 2023 suite à son départ du côté de BNB Hotel à ce moment-là. Parce que oui, c'est là où on va se retrouver dans une situation compliquée. C'est ce qu'a dit AG2R, c'est que l'affaire daterait d'avant son arrivée chez Decathlon AG2R. L'affaire daterait de l'époque BNB Hotel. Ça serait donc la première affaire de dopage dans l'équipe BNB Hotel. Hein. Là, j'ai vérifié, il n'y a pas d'affaire de dopage connue dans la structure BNB Hotel KTM. Donc, ce qui ferait quand même une affaire de dopage qui ne concernerait pas Decathlon AG2R, même si on peut se dire que est-ce qu'ils ont demandé le passeport biologique et est-ce qu'ils n'auraient pas pu voir les anomalies de passeport biologique lors de son recrutement. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça n'a pas été fait? Est-ce que c'est quelque chose que l'on fait régulièrement dans les équipes cyclistes? Peut-être pas. Je sais que DSM, par exemple, demandait des valeurs d'entraînement à ses coureurs pour les recruter. Peut-être que ça n'a pas été fait du côté de Decathlon AG2R, ce qui serait peut-être une erreur aujourd'hui. Et du côté donc de cette affaire qui daterait de BNB Hotel, on ne sait pas c'est quelle année chez BNB Hotel. Parce qu'il peut y avoir deux options possibles. Soit c'est en 2021, quand il a l'année où il a ses super résultats,
notamment deuxième de Paris-Tours, notamment super combatif du Tour de France, notamment deuxième du Tour du Limousin. 2021, c'est une très grande année pour Franck Bonamour. Donc, est-ce qu'il a pris potentiellement des produits dopants pour être performant et avoir des victoires et des résultats, en sachant qu'il avait commencé chez Arkea sans grand résultat, il faut bien le dire, dans sa première partie de carrière. Il y avait une deuxième place sur le Tour du Doubs, là je vois, mais c'est vrai que son passage chez Arkea et avant Fortunéo nous avait pas laissé véritablement sur le cul du côté de Franck Bonamour pour un coureur qui avait commencé très jeune. Deuxième chose, donc est-ce que c'est en 2021 qu'il a pris les produits ou est-ce que c'est en 2022? Parce qu'il y a l'option 2. L'option 2 du dopage. Alors, vous avez l'option 1, vous prenez du dopage parce que voilà, vous êtes au top de votre forme, enfin vous voulez être au top de forme, vous voulez gagner les meilleures courses au monde, et puis voilà. Vous avez l'option numéro 2 du dopage. Vous avez eu une grosse blessure et vous n'arrivez pas à revenir au top. Ou vous êtes inquiet pour la suite de votre carrière parce que vous voulez renouveler vos contrats, vous voulez avoir un nouveau contrat. C'est peut-être plutôt ça ce qui serait passé du côté de Franck Bonamour. C'est-à-dire un coureur qui a eu un énorme trauma crânien dès sa première course de l'année au Grand Prix de la Marseillaise en 2022, pour ceux qui s'en souviennent, qui a mis énormément de temps avant de s'en remettre, qui se retrouve dans une situation où en plus BNB Hotel s'arrête, et dans une situation où son agent voulait faire monter les enchères. Parce que son agent, à l'époque, je me souviens, il avait parlé chez RMC à l'époque, et voulait faire monter les enchères pour le futur contrat de Franck Bonamour. Et est-ce qu'avec toute cette pression-là, la pression de l'agent, la pression aussi des résultats, la pression de ne peut-être pas avoir d'équipe l'année prochaine, de ne pas réussir à être aussi performant, de ne pas réussir à revenir au top, est-ce que toute cette pression-là ne l'aurait pas fait basculer vers le dopage? Ça, c'est une question qui, pour l'instant, est sans réponse. Parce qu'en 2022, sur sa saison, donc première partie de saison qui est extrêmement compliquée, il prend des échappées sur Paris-Nice, il prend la deuxième place, notamment à Saint-Sauveur-de-Montaigu, mais c'est vrai que voilà, sa chute le met quand même un peu en difficulté. Il avait d'autres ambitions que de prendre des échappées sur Paris-Nice. 7ème de la classique Loire-Atlantique, mais à part ça, c'est compliqué. Tour de France difficile aussi, où il prend seulement 2 échappées. Par contre, il remporte juste après, en août, la Poly-Normande. Il finit 16e du Tour du Luxembourg ensuite, et 20e du Tour de Vendée. Voilà, sur sa deuxième partie de saison, qui est quand même meilleure que la première, notamment avec cette victoire sur la Poly-Normande. Donc, ça pourrait être la raison du côté de Franck Bonamour, le fait de ne pas avoir de résultats, qui fait que tu décides de prendre des produits en me disant, là aussi, j'ai peut-être atteint mon sommet de carrière, mais je veux avoir encore plus de résultats, plus d'argent, plus de tout, et voilà, je vais attaquer au maximum. Donc c'est la question, ça s'est passé, on sait, chez BNB. Bon, ça serait même intéressant de savoir l'avis de Jérôme Pinault, parce que je pense que ça pourrait être très drôle. Mais voilà, pour Franck Bonamour, c'est la situation. Donc une situation compliquée, vous avez bien vu, avec un contrôle qui s'est fait à l'époque chez BNB Hotel, mais qui a mis beaucoup trop de temps aussi à arriver. Hein. On peut se poser des questions quand même sur la prise de décision de l'UCI, où ça met énormément de temps avant de mettre des suspensions. En même temps, si le président de l'UCI n'était pas à la fois président du CNOSF, voilà, il a encore dit une connerie... David Lapartien, parce que je ne sais pas si vous avez vu, il y a une commission d'enquête sur les fédérations sportives, sur la gestion des fédérations sportives. Dans cette commission d'enquête, il faut savoir que je crois que c'était sénatorial, je ne sais plus si c'était sénatorial ou à l'Assemblée nationale, je crois que c'est l'Assemblée nationale. Dans cette commission d'enquête, il y a quand même 6 mecs qui sont accusés, 6 présidents de fédération qui sont accusés de parjure. Quand même extraordinaire sur la gestion des fédérations en France. Notamment, c'est une enquête où il y a eu Romain Molina qui a été interrogé et d'autres journalistes sportifs. Et notre grande ministre de l'Éducation nationale et du Sport, Madame Oudéa Castéra, et David Lapartien, comme Madame Oudéa Castéra, ont eu les mêmes propos en disant que c'était un travail militant et pas un travail professionnel, grosso modo. Je sais pas moi, mais 6 présidents de fédération qui sont impliqués pour parjure, ça me semble quand même
énorme et ça serait bien de nettoyer le sport français et la gestion du sport français. Mais ça serait intéressant aussi d'avoir la réaction d'Oudéa Castéra sur cette affaire, d'avoir la réaction de David Lapartien sur cette affaire, mais l'UCI met toujours trois plombs d'intervenir. Donc on aura peut-être plus d'infos plus tard dans la semaine. Dans ce cas-là, on en reparlera quand on fera le tour de la Provence. Mais pour le moment, on doit se contenter de ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Production. Ciao, ciao!